a parlé des lobbies, on parlait tout à l'heure du rapport de force. Comment vous expliquez qu'il n'y a pas de rapport de force qui oblige le personnel politique à prendre des mesures fortes pour l'écologie? C'est un problème de nature politique. Et c'est celui que j'essaye de dénouer en plantant le drapeau de la décroissance. Parce qu'en fait, ce qui explique ce que vous venez de dire, c'est une situation de faiblesse de l'écologie politique. Pas simplement en France, mais dans le monde entier. On va partir d'un raisonnement très simple. Dans une société à l'échelle mondiale, globalement éduquée, informée, qui dispose de l'intelligence, de la compréhension scientifique des processus qui sont en cours, qui a des capacités en termes d'intelligence humaine, en termes de capacités techniques extrêmement importantes, d'ailleurs tellement puissantes qu'elles sont en train de détruire la planète et qu'on est dans une nouvelle ère à l'échelle des temps géologiques qui s'appelle l'Anthropocène. Comment est-il possible, alors que nous sommes dans cette situation, qu'il y ait un tel constat d'impuissance? C'est pas un problème de ressources, c'est pas au sens intelligence. On est donc dans une situation où le seul énoncé scientifique, le constat clinique, par exemple du réchauffement climatique en cours, même au moment où il n'est plus seulement une prévision scientifique pour plus tard, où il est constaté avec des catastrophes qui s'additionnent, qui s'accumulent les unes aux autres, cela ne suffit pas pour changer les choses. Ça ne suffit pas pour changer les choses et pour créer, comme vous le disiez, un rapport de force suffisant, parce qu'il n'y a pas la porte ouverte de l'issue de secours. Parce qu'il n'y a pas le drapeau déployé qui soit le mot d'ordre, qui rassemble toutes celles et tous ceux qui veulent un autre modèle de société et de civilisation. Et ce drapeau, pour moi, c'est la décroissance. Et c'est ça qui peut créer un mot d'ordre. Donc pour moi, si vous voulez, la décroissance, c'est pas juste, pour essayer de me faire comprendre, c'est pas juste ce qu'il faut faire. C'est aussi un mot d'ordre politique qui répond à la problématique du rapport de force que vous avez exprimé. Parce que jusqu'ici, il y en a eu beaucoup des rapports de force pour l'écologie. Il y a des luttes sur le terrain, il y a eu les mobilisations de la jeunesse, mais jusqu'ici, si vous voulez, le système a toujours tenté d'absorber la critique, de reprendre les mots de l'écologie pour les vider de contenu. Il y avait, quoi que nous pensions tous, de la notion de développement durable qui est inexacte sur le fond, a été vite récupérée. Celle de transition écologique aujourd'hui est le mot d'ordre du greenwashing. Bon. La décroissance, c'est le point qui ne peut pas être récupéré par le système politique actuel. Voilà. Et donc, pour moi, pour répondre à votre question, cette question de la faiblesse du rapport de force n'est absolument pas une fatalité parce qu'en fait, les personnes organisées aujourd'hui dans la société civile ou autour de l'écologie politique, ce n'est que la partie émergée d'un immense iceberg de très nombreuses citoyennes, citoyens qui aspirent en fait à un changement des modes de vie, qui aspirent à un changement de ce que sont les valeurs centrales dans notre société, et ce, à l'échelle internationale. Donc il y a, à mon avis, une capacité d'énergie, une capacité d'avoir un rapport de force pour le changement extrêmement puissant, mais encore faut-il pour ça que le chemin soit ouvert politiquement, et c'est un élément capital, central du rapport de force. Alors justement, le mot de décroissance fait peur. Ce qu'on connaît comme décroissance, c'est des décroissances subies. Je pense à l'Argentine, je pense à la Grèce. Quelle est, votre vision de la décroissance? Est-ce que des décroissances choisies ne sont pas forcément synonymes de récession? Surtout, la décroissance et la récession, ça n'a rien à voir.
D'ailleurs, je trouve toujours intéressant cet exemple. Je ne sais pas qui, et pardon pour celui ou celle qui m'avait raconté l'anecdote, qui est très très bonne, me racontait qu'au jeu des 1000 francs ou des 1000 euros à la radio, une fois il y avait eu la question quel est l'inverse du mot croissance? L'inverse du mot croissance, c'est récession. C'est pas la décroissance. La décroissance, c'est le fait de se débarrasser de l'obsession pour la croissance et d'assumer, de vouloir réduire la consommation d'énergie et de matières premières. 67% des Français sont pour, selon une enquête du MEDEF. Un sondage du MEDEF qui date d'il y a 1 an, 67% des Français sont pour la décroissance avec le mot décroissance, au sens de la réduction de la production et de la consommation de biens et services pour préserver le bien-être de l'humanité et l'environnement. Donc la décroissance, c'est un mouvement volontaire, progressif, de réduction de notre empreinte écologique. Pour améliorer le bien-être humain. Donc c'est pas du tout la récession. Et la récession, c'est en fait ce qui arrive aux sociétés qui sont dans le modèle de l'obsession pour la croissance économique, avec des chocs extrêmement violents, brutaux, qui entraînent beaucoup de dégâts humains et de dégâts sociaux. C'est pas ça une politique de décroissance du tout. Alors, le grand argument des partisans de la croissance, c'est de dire sans croissance, pas d'emploi. Les économistes, au contraire de la décroissance, ne sont pas du tout d'accord. Vous, c'est un point de vue que vous partagez, c'est-à-dire que la décroissance peut créer de l'emploi? Absolument. Bon, d'abord, on est dans une situation où on a un effort de transformation très important à opérer. De notre façon de nous déplacer, de notre rapport à un certain nombre de produits de consommation courante. Et cet effort de transformation génère plus de travail. Donc, il est vrai qu'une politique de décroissance, elle assume qu'il y a une part de destruction d'actifs volontaires dans un certain nombre de secteurs extrêmement polluants. Dont il faut mutualiser les conséquences sociales. Pour moi, ça passe par la création d'un mécanisme de sécurité sociale écologique par rapport, par exemple, aux emplois qui vont devoir diminuer dans l'industrie aéronautique au bénéfice d'autres secteurs industriels que nous allons devoir relocaliser, développer, etc., etc. Et donc, il y a des questions de transfert de compétences qui ne sont pas toujours évidentes, auxquelles il faut s'attaquer en garantissant les personnes dans une sécurité par rapport à cette phase de mutation. Donc pour moi, la décroissance, oui, c'est plus d'activité, plus de travail, et c'est un système plus juste que celui d'aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que c'est un des aspects. Tout le monde ne pense pas la même chose dans celles et ceux qui sont favorables à la décroissance. Et la décroissance a pu être assimilée à une société de la fin du travail. Moi, c'est pas du tout mon point de vue. Je suis pour le travail et je considère qu'un modèle dans lequel on consomme moins d'énergie et moins de ressources et de matières premières est un modèle aussi dans lequel il y a nécessairement une plus grande part de travail humain. On peut prendre évidemment des exemples. Aujourd'hui, quand vous luttez contre l'obsolescence programmée en augmentant la durée de vie des produits, il va falloir moins de travail pour fabriquer toujours plus de nouveaux produits, mais il va falloir du travail pour des capacités de réparation, d'entretien, de maintenance, etc., ou d'éco-conception qui n'étaient pas du travail qui était mobilisé jusqu'à présent. Donc, par exemple, dans l'agriculture, ce serait moins de tracteurs, plus de bras dans les champs, moins de caissiers, moins de caisses automatiques, plus de gens, plus de caissiers. C'est ces logiques-là? Sur l'agriculture, ce sont les chiffres que les exploitations en agriculture biologique utilisent plus de travail que les exploitations en agriculture conventionnelle. C'est un fait constaté. Le propos n'est pas forcément de dire que là, demain matin, il ne faut plus se servir d'un tracteur. On utilise des tracteurs aussi en agriculture biologique.
Après, on peut discuter de quelle doit être l'énergie du tracteur, est-ce que c'est pas mieux de revenir à d'autres techniques, etc. Mais aujourd'hui, c'est un fait que l'agriculture, toutes les pratiques agroécologiques sont plus intensives en emploi que l'agriculture conventionnelle. Et aussi parce qu'en fait, il y a des questions aussi sur les choix de type de production qu'il faut diminuer et celles qu'il faut augmenter. Donc les grandes cultures d'exportation, l'élevage extrêmement intensif qui mobilise très peu d'emplois doit être remplacé par Aujourd'hui, par exemple, en France, on importe une part importante des légumes bio qui sont consommés. On importe de très nombreux produits qui pourraient être cultivés en France et à contrario, il y a des secteurs dans lesquels on exporte où on n'en voit pas forcément la nécessité. Une des dimensions de la décroissance, c'est la relocalisation. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, justement, de vouloir relocaliser alors que les Européens, de manière générale, se prononcent contre l'ouverture de mines, contre la réimplantation d'industries polluantes? Par exemple, le raffinage de métaux, qui aujourd'hui se fait extrêmement majoritairement en Chine, est-ce qu'on accepte de raffiner de nouveau des métaux en Europe pour notre consommation domestique? Oui, la problématique, c'est surtout de trouver des solutions alternatives à l'extractivisme, donc au fait d'aller toujours chercher de nouveaux métaux. Et on voit bien qu'on est, par rapport à ce type de questions-là, dans des problématiques dans lesquelles il n'y a pas de réponse parfaite. Donc on n'a que le choix de la moins mauvaise solution en prenant en considération, à mon sens, des analyses en termes de cycle de vie pour avoir la moindre empreinte possible. Voilà. Et ça passe quand même obligatoirement par une logique de lutte contre l'obsolescence programmée. Et donc pas ouvrir, si vous voulez, l'idée fausse que de toute manière c'est pas grave, on pourra recycler les métaux, etc. Ce qui aurait ensuite entraîne des coûts énergétiques, de mobilisation d'énergie, des questions de rentabilité économique aussi. Il y a une question première et fondamentale qui est celle de la durée de vie de ce que l'on fabrique, et on ne peut plus être dans la civilisation du jetable. Justement, on parlait de l'empreinte carbone des Français, elle est de 11 tonnes, ça prend en compte l'empreinte, la pollution importée, donc la production de biens et services de biens en Asie. Elle n'a pas bougé depuis 20 ans. Comment on fait pour réduire l'empreinte carbone des Français? Est-ce qu'on doit passer par des politiques de rationnement? Est-ce qu'on doit passer par une carte carbone? Quels sont les outils qui peuvent nous permettre de baisser l'empreinte carbone des Français? D'abord en se concentrant pas seulement sur la moyenne, parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont à une empreinte carbone bien inférieure aux 11 tonnes, et d'autres qui sont à 3 fois, 4 fois et même plus cette empreinte carbone-là. Alors il y a deux approches. Sachant juste, pour être dans les clous de l'accord de Paris, il faudrait être à 2 tonnes par habitant. Pas de l'accord de Paris, de ce qui découle des travaux du GIEC. De ce qui découle oui, il faut être à 2 tonnes. Ouais. Donc, il y a deux approches sur la façon d'y parvenir. Il y a le discours de l'écologie d'accompagnement de la croissance, qui a souvent tendance à véhiculer l'idée que c'est d'abord le problème des gens et de leur mode de vie. Que en gros, les gens n'ont qu'à faire des efforts. Bon. Ça ne peut pas marcher. En fait, nous sommes dans une situation où si toutes les Françaises et tous les Français avaient le mode de vie le plus écologique possible, on n'aurait fait que 25% du chemin. 75% du chemin dépend de décisions de politique publique, dépend des règles du jeu fixées par la loi. Et en fait, la vie des gens, leur mode de vie, elle dépend tous les jours
de tout un ensemble de décisions de politique publique. Par exemple, vous allez d'un point A à un point B en France, si le train c'est plus cher que de faire le même parcours à plusieurs en voiture, les gens ne vont pas prendre le train. Et des exemples comme ça, on peut, si vous voulez, les multiplier à puissance, je ne sais pas combien. Si l'alimentation bio coûte plus cher que de la malbouffe, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas celui d'un manque d'aspiration des personnes à adapter leur mode de vie à l'urgence écologique. C'est le fait de le permettre, hein, et de rendre ce chemin praticable pour le plus grand nombre. Les personnes, par exemple, dans cette rentrée qui voient leur facture de gaz exploser, elles aimeraient bien ne plus être au gaz à énergie fossile, elles aimeraient bien avoir une maison isolée pour réduire leurs factures. Mais le propos de la décroissance, c'est aussi celui d'un changement culturel qui permet d'éviter ou de contrecarrer les effets rebonds. Parce qu'en fait, ce qu'on voit en fait en regardant avec le temps, c'est que tous les efforts d'efficacité énergétique de ces dernières années, même quand on fait par exemple des travaux d'efficacité énergétique dans les logements, si en fait on n'est pas en même temps dans une rupture culturelle avec le consumérisme, en fait on assiste à ce qu'on appelle des effets rebonds. Et donc au final, si vous voulez, le gain carbone à atteindre n'est pas au rendez-vous. La deuxième dimension de votre question, c'est qu'en fait, quand je faisais remarquer tout à l'heure que, attention, les 11 tonnes, c'est une moyenne, c'est qu'il y a des inégalités sociales très fortes et que, de mon point de vue, ce n'est pas aux personnes qui sont dans les situations les plus difficiles dans la vie quotidienne ou qui galèrent déjà à compter le moindre euro à partir du 15 du mois, qu'on doit demander le plus d'efforts. Et que donc c'est nécessairement, si on est dans une approche carbone, on va d'abord commencer par ceux qui sont le plus au-dessus de la moyenne des 11 tonnes et auxquels, oui, il faut des mécanismes pour dire qu'on ne peut pas prendre l'avion tous les week-ends, par exemple. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut une notion de limite. Et la notion, effectivement, de limite par des mécanismes de quotas est bien plus juste socialement que des mécanismes de taxes et de fiscalité.